Les photos de paysage les plus emblématiques sont sans doute celles avec de grandes surfaces d'eau miroitantes. Ces photos sont impressionnantes, typiquement de belles montagnes qui se reflètent sur un lac. Alors comment bien repérer les lieux, quel est le meilleur temps et la meilleure lumière, quel réglage utiliser, quel matériel, comment composer, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors déjà, premier point, trouver de l'eau calme pour de beaux reflets. Donc pour une photo de réflexion réussie, il vous faudra une eau calme. Idéalement, la vitesse du vent doit être inférieure à 5 km/h et la vitesse des rafales inférieure à 8 km/h. Sous ces vitesses, en principe, vous obtiendrez à peu près une eau digne d'un miroir. Vous pouvez utiliser des applications météo, donc comme Windy, W-I-N-D-Y, ou d'autres applications comme ça, même Météo France, pour croiser du coup les informations, et à peu près savoir quelle sera la vitesse du vent. Vous pouvez aussi regarder les prévisions locales. Donc on pense souvent qu'il faut absolument de grands lacs pour obtenir de beaux reflets de paysage. Et c'est vrai que c'est un bon choix. Mais même une flaque d'eau peut suffire. Il faudra juste veiller à bien descendre votre matériel photo pour s'en rapprocher suffisamment. D'ailleurs, les plans d'eau plus petits et moins profonds donnent de meilleurs reflets en fait. Les flaques d'eau ne coulent pas et le vent n'affecte pas la surface aussi facilement qu'une grande étendue d'eau. Et du coup c'est pareil pour les étangs dans une moindre mesure. Maintenant, autre point, comment gérer au mieux le vent avec le repérage. Le vent n'impactera pas tous les lieux de la même façon. Pour les plus motivés et investis d'entre vous, appliquez toujours le même conseil en photo de paysage, le repérage. D'abord, vous allez choisir votre spot. Donc un spot, c'est l'endroit où vous allez prendre vos photos. Un outil assez simple et gratuit pour ça, c'est Google Street View sur Google Maps. Ensuite, en 2, vous allez choisir votre étendue d'eau. En 3, vous allez faire le tour de l'endroit, considérer les différents points de vue, angles, dangers et les différentes conditions d'éclairage. Vous allez aussi en profiter pour vérifier dans quelle direction souffle le vent, et vous trouverez peut-être des parties de l'étang ou du lac qui sont calmes et abritées, et d'autres parties plus ondulées. En 4, prévoyez d'arriver tôt pour avoir plus de temps pour repérer les lieux. Prévoyez aussi de revenir plusieurs jours à ce même endroit. En effet, sur une seule journée seulement, vous aurez probablement très peu de temps calme. Et en plus de l'eau calme, il faut aussi que la lumière corresponde à vos attentes. J'ai déjà fait d'ailleurs un article, un podcast et une vidéo à ce sujet, donc sur la meilleure lumière en photo de paysage. Je vous invite à aller voir ça sur mon site, sur YouTube ou sur les podcasts. Donc vous l'aurez compris, la patience est une qualité très importante en photo de paysage, une fois de plus. 2-3 jours sur un même spot peuvent vous garantir au global quelques heures d'eau stagnante. Mais en pratique, de légères ondulations sont souvent présentes, peu importe l'heure ou la météo. Et vous pouvez d'ailleurs très bien faire avec, c'est le point suivant qu'on va aborder. Donc le point suivant, obtenir des reflets abstraits avec l'ondulation de l'eau. Comme je vous le disais juste avant, au lieu de bouder le vent, profitez du mouvement et des formes obtenues. 2 conseils pour ça. Le premier, c'est que l'élément qui se reflète dans l'eau doit être intéressant, donc il doit contraster grâce à ses couleurs ou ses formes, par rapport souvent au ciel ou à son arrière-plan en tout cas. Deuxième conseil, vous pouvez essayer de cadrer uniquement le reflet et même le retourner. Ça peut donner des effets intéressants. Cette approche donne à la photo retournée une qualité picturale et fracturée, lui ajoutant un soupçon d'impressionnisme. Point suivant, les meilleurs moments et lumière pour la réflexion de paysage. Les meilleures conditions sont le matin, juste avant et après le lever du soleil, et le soir, juste avant ou après le coucher du soleil, donc aux heures dorées et aux heures bleues. À ces moments, la brume et les nuages colorés du coucher ou lever du soleil se reflétant dans l'eau constituent un excellent sujet photographique. Autre avantage non négligeable, le matin l'air est presque inactif pendant les premières heures de la journée. Les temps nuageux sont aussi pertinents avec les reflets qui permettent de rajouter de l'intérêt à la photo. Et c'est aussi pareil avec les ciels de type grosse bande bleue. Ensuite, autre point, l'équipement et le matériel. Donc déjà un boîtier, donc celui que vous possédez fera très bien l'affaire. Ensuite un trépied et un déclencheur à distance pour plus de stabilité et de netteté dans votre photo et pour aussi pouvoir prendre le temps de composer. Ici ce qui serait bien c'est que le trépied soit assez petit pour pouvoir se rapprocher de la surface de l'eau. Et un trépied d'ailleurs c'est aussi utile pour les longues pauses, qu'on verra après. Alors au niveau de l'objectif, un objectif ultra grand angle ou grand angle ne fonctionne que si le sujet occupe une place importante dans la scène physique. En effet, sinon le sujet et le reflet auront l'air trop petits dans la photo. Si votre sujet est éloigné, vous pouvez envisager un objectif standard, donc 35 mm ou plus. Avec un objectif de longueur moyenne, vous obtenez un sujet et un reflet suffisamment grands dans votre photo. Cela permet aussi d'isoler un reflet de son environnement. Petite remarque sur les objectifs et les distances focales, plus la distance focale est courte, donc l'angle de champ est grand, et moins les légères turbulences en surface seront visibles sur la photo. Pour continuer sur les objectifs, on est parfois limité par nos déplacements physiques à cause de l'eau. Donc un objectif zoom nous permettra de nous rapprocher sans nous déplacer, juste en zoomant. Et il permet aussi du coup de contrôler la taille de notre sujet dans le cadre. Si vous avez un objectif à lentille fixe et un zoom, dans ce cas apportez les deux.
Commencez à cadrer avec l'objectif à lentille fixe, et s'il n'offre pas la composition souhaitée, dans ce cas, passez au zoom. Ensuite, un filtre polarisant. Il réduira le reflet et rendra plus visible ce qui se situe sous la surface de l'eau. C'est un résultat qui peut éventuellement vous intéresser. Un filtre polarisant peut aussi réduire un éblouissement direct sur certaines parties de l'eau provoquées par le soleil. Dans ce cas, faites simplement pivoter le filtre légèrement, cela réduira l'éblouissement sans trop impacter votre reflet. Enfin, on peut apporter un filtre à densité neutre, donc ça permet d'allonger votre temps de pose, ce qui est utile s'il y a trop d'ondulations sur l'eau. Alors allonger son temps de pose ne fonctionnera que si les ondulations sont mineures, et le résultat obtenu n'est pas comparable à l'effet d'une eau bien plate. Un filtre ND qui filtre entre 3 et 6 stops devrait suffire normalement. Et si le filtre est trop sombre, il faudra dans ce cas recalculer votre exposition manuellement. Pour ça, j'ai un article qui parle de ce sujet et je ferai une vidéo, un podcast dans la semaine qui seront sortis ou déjà sortis quand je sortirai ce podcast. Je vous conseille du coup d'aller voir si ça vous intéresse. Autre point du coup, le réglage de l'appareil photo. Les ISO, vous allez les régler au minimum au début comme d'hab. Vous allez ensuite les augmenter plus haut si besoin. Au niveau du mode de prise de vue, on choisit généralement le mode priorité ou l'ouverture en photo de paysage pour jouer sur la profondeur de champ. Dans ce cas, pensez bien à surveiller votre temps de pose pour que l'eau corresponde toujours au rendu final que vous souhaitez. Pour l'ouverture, en photo de paysage, on sélectionne en général une petite ouverture, donc entre f9 et f11, voire f16. Cela permet d'avoir une plus grande profondeur de champ qui est souvent appréciée en photo de paysage. Pour le temps de pose, au moins un 250e de seconde si vous voulez que les reflets soient nets, ou plus court si c'est possible. Vous pouvez aussi choisir le contre-pied avec une longue pose qui donnera un sujet net et une eau lisse. Un long temps de pause recentrera du coup l'attention sur le sujet. Entre 3 et 10 secondes devrait suffire et bien sûr vous aurez besoin d'un trépied bien stable. Pour le mode de mesure d'exposition, si vous n'avez pas le soleil dans le cadre et que vous photographiez tôt le matin ou en fin d'après-midi, la lumière devrait être assez homogène. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le mode de mesure évaluative ou matricielle, donc qui fera une moyenne générale de la luminosité. Vous pourriez aussi essayer la compensation d'exposition entre plus un tiers et plus un stop pour récupérer un petit peu d'informations dans le reflet qui est souvent sous-exposé d'un stop par rapport au paysage réel, tout en veillant à ne pas cramer du coup vos hautes lumières. Pour le mode de mise au point, en général en mode automatique ça devrait fonctionner, vous pouvez faire la mise au point sur le sujet ou sur le premier tiers de la photo en partant du bas. Pour le ratio 1:1 fonctionne bien pour la symétrie, sinon vous pouvez aussi essayer le 16/9 si vous avez un peu plus d'éléments intéressants sur les côtés en largeur. Vous pouvez aussi essayer le 4/3 ou le 4/5. Pour la balance des blancs, automatique ou un pré-réglage, ou encore faire la balance des blancs manuellement, à vous de voir. Pour le format de prise de vue, le format RAW est préférable comme d'habitude, c'est toujours mieux pour le développement et notamment pour corriger la balance des blancs. Ensuite, autre point, l'angle de prise de vue. Donc il va être très important pour les photos de reflet. Déjà, il faut vous rapprocher pour obtenir un angle aussi bas que possible par rapport à l'eau, que ce soit une flaque ou un lac. Et c'est pourquoi il est utile d'emporter un petit trépied. Se baisser vous permet de trouver un reflet même dans les plus petites flaques d'eau. Par ailleurs, au niveau de l'angle, vous devez aussi veiller à ce que le soleil n'entre pas dans votre cadre. S'il est présent dans votre composition, il se reflétera dans le lac et rendra le reflet quasiment invisible. Ensuite, on passe au conseil de composition pour les photos de reflet. Donc déjà, oubliez les règles de composition habituelles. Habituellement, on utilise la règle des tiers qui consiste à positionner son sujet sur une ligne de tiers ou un point de force. J'ai un article à ce sujet sur Photomaniac, ça s'appelle les grilles de composition. Mais pour les photos de reflet, la symétrie est la solution pour jouer sur leur nature géométrique. Vous allez équilibrer la composition le long d'une ligne centrale en plaçant la ligne de réflexion en plein milieu du cadre pour obtenir une parfaite symétrie. Enfin, assurez-vous qu'il y a la même quantité de ciel ou d'air au-dessus et en dessous. Ensuite, toujours pour la composition, on a les photographies de nuit. Donc lorsque vous essayez de photographier un reflet pendant la nuit, faites-le un jour de pleine lune ou une semaine avant ou après. Parce qu'en effet, vous aurez besoin d'une lumière vive pour éclairer votre sujet et éclairer également le reflet qui sera plus sombre. Alors oui, certaines étoiles seront invisibles, mais les plus brillantes brilleront toujours dans votre arrière-plan. Et attention, un temps de pause trop long créera des traînées d'étoiles, donc c'est-à-dire que les étoiles feront des petits traits lumineux parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc si vous voulez pas cet effet, gardez un temps de pause suffisamment court. Ensuite, autre conseil de composition, utilisez les reflets pour créer un contraste de couleurs. Les couleurs reflétées peuvent être différentes des couleurs du reste de la photo. Donc là, je donne un exemple d'une photo en principe, vous pouvez pas le voir, mais je vous conseille d'aller voir sur la vidéo ou sur l'article sur photomaniac.fr. Et du coup, la photo dont je parle, il y a des couleurs d'automne qui se reflètent dans les eaux troublées par le vent. On a le feuillage d'automne qui est exposé à la lumière du soleil, tandis que l'herbe des marais n'était éclairée que par la lumière réfléchie par le ciel bleu au-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le reflet n'aura pas les mêmes couleurs que le paysage réel, et ça peut créer un contraste de couleurs intéressant. Ensuite, autre conseil de composition, inclure des éléments au premier plan. Donc c'est un conseil qui fonctionne bien de manière générale en photo de paysage, comme pour le cadrage ou framing, j'ai un article aussi à ce sujet sur photomaniac.fr. Cela permet d'ajouter un sentiment de profondeur. Et cela permet aussi, en photo de réflexion, de rendre la scène un peu moins abstraite et plus ancrée dans la réalité.
Ensuite, autre conseil de composition, ne coupez pas votre sujet. C'est peut-être évident, mais on voit encore trop de photos magnifiques où la pointe de la montagne est coupée dans le reflet, soit par le bord du cadre, soit par un élément au premier plan. C'est vraiment important d'avoir le reflet complet pour maximiser l'ordre et la symétrie que procure ce type de photo. Dernier conseil de composition, tout retourner. Donc c'est une technique marrante et créative. C'est plus simple à faire en post-traitement, mais vous pouvez aussi simplement faire ça sous Windows par exemple avec un clic droit sur le fichier et cliquer sur pivoter dans le sens horaire, donc 2 fois, ou anti-horaire 2 fois. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur l'utilisation de la réflexion pour les photos de paysage. Les reflets sont vraiment un excellent moyen d'ajouter une touche de mystère et un peu de style supplémentaire à vos photos. Donc quel que soit l'endroit où vous prenez des photos, soyez toujours à l'affût des surfaces réfléchissantes et réfléchissez toujours à des moyens créatifs d'intégrer les reflets dans vos photos. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet sur ce même sujet et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos reflets et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.